Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la suite sur ma série sur la conception de circuits imprimés. Dans l'épisode précédent, je vous ai montré c'était quoi le projet qu'on allait réaliser dans cette petite série de tutoriels. On a ensuite fait un genre de brouillon du schéma électrique pour comprendre comment ça allait fonctionner. Ensuite, je vous ai montré comment magasiner les composantes électroniques qu'on a besoin et on a fait une liste de pièces. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va créer le vrai schéma électrique à l'ordinateur, puis on va tout préparer qu'est-ce qui est nécessaire pour le prochain épisode, le troisième épisode qui va être la création de la disposition du circuit / schéma de montage / en anglais PCB layout. Cette série est sponsorisée par PCBWay, alors merci beaucoup à eux. Je vais vous reparler d'eux un petit peu plus tard dans la vidéo. Et d'ailleurs, dans le prochain épisode, je vais vous montrer comment commander le circuit imprimé avec PCBWay. Mais avant toute chose, il faut faire le schéma électrique. Quand on conçoit un circuit imprimé, en général, on va prendre une suite de logiciels. C'est plusieurs logiciels qui vont être capables de se partager des informations pour travailler ensemble. Et ça, c'est extrêmement pratique parce que notre schéma de montage, il va être lié à notre circuit schématique. Donc, ça va nous aider à éviter qu'il y ait des erreurs. Tout ce qu'on va planifier électriquement dans notre circuit schématique, ça va être respecté dans notre schéma de montage. Il y a beaucoup de suites de logiciels qui permettent de faire ça, comme par exemple Eagle, qui est très connu et qui est aussi beaucoup utilisé dans l'industrie. La version gratuite de Eagle, même si elle est quand même limitée, ça serait probablement suffisant pour faire des petits projets. Sauf qu'il existe la suite KiCad, qui est gratuite, open source, compatible Windows, Mac, Linux. C'est très utilisé par la communauté des makers, dans le do-it-yourself, etc. Ça fonctionne très bien et on a toutes les fonctionnalités gratuitement et c'est un logiciel qui est très puissant. On peut faire beaucoup de choses avec ça. Et la prise en main, elle n'est pas plus difficile, je trouve, qu'un autre logiciel du genre. Pour télécharger KiCad, c'est pas compliqué. On va sur le site kicad-pcb.org, on clique sur Download et vous pouvez télécharger ça pour tous les systèmes d'exploitation que vous voyez ici. Comme vous voyez, KiCad 5.0.2 est sorti. Moi, je suis en version 5.0.1. Je pense pas que ça va changer grand-chose, mais je vais faire la mise à jour après avoir fait cette petite série de tutoriels. Vous, allez-y avec la dernière version. Je pense pas que ça va changer quoi que ce soit visuellement. Quand vous ouvrez KiCad, vous voyez, il y a beaucoup de choses quand même. Premièrement, on va créer un nouveau projet. Donc, on clique ici. Je vais fabriquer un nouveau dossier que je vais appeler PCB Beeper Tutoriel. Puis, le nom du projet, même chose, PCB Beeper Tutoriel. Donc, c'est quoi tous ces boutons-là? Premièrement, ici, c'est là qu'on va faire le circuit schématique. C'est dans ça qu'on va travailler aujourd'hui. Ça ici, c'est notre éditeur de librairie de symboles. On va s'en reparler plus tard. Ça ici, c'est pour créer le schéma de montage. Et ça, ce bouton-là, c'est pour éditer la librairie d'empreintes. On va en reparler tout à l'heure. Visualisateur Gerber, ça c'est quand on a fini le circuit imprimé et qu'on a exporté nos fichiers. On va pouvoir les visualiser là-dedans pour être certain que tout va bien. Ça ici, c'est pour importer des images et les transformer en pièces. Ici, on a un outil de calcul. Si on rouvre ça, on voit qu'on a des régulateurs, des largeurs de piste, des espacements électriques, etc. Donc, beaucoup d'outils ici, c'est très pratique. Et ça ici, c'est l'éditeur de cartouches. La cartouche, ça nous permet de dire c'est quoi le nom de la feuille, c'est quoi le nom du fichier, c'est quoi le titre du projet, c'est quoi la date de création, on peut écrire qui a fait cette page-là, on peut écrire c'est quoi la révision du projet, etc. Dans l'éditeur, on va pouvoir changer les textes, on va pouvoir changer les lignes, etc. Une fois qu'on a modifié la cartouche comme on le veut, on va pouvoir aller la remplir. Et c'est ce qu'on va aller faire maintenant, donc ça, je ne vais pas sauvegarder. On va s'ouvrir donc notre éditeur schématique. On va cliquer sur cette icône-là ici. On va prendre une feuille A4 parce que si vous voulez imprimer votre schéma, ça s'imprime assez bien une feuille A4. Et aussi, ça nous donne assez d'espace visuellement pour travailler sur notre projet à l'ordinateur. Donc, date de publication, par exemple, on prend la date d'aujourd'hui. La révision, on va dire que c'est la révision 1.0. Le titre, ça va être PCB Beeper Tutoriel. La société, je vais juste mettre mon nom, Tommy Desrochers. Ensuite, vous pouvez mettre des commentaires, fichiers de description, etc. Donc, on peut modifier des trucs, mais si on fait OK, on voit que ça ici, ça s'est rempli automatiquement. Alors, tout à l'heure, si vous aviez modifié la cartouche, ça aurait modifié où les textes apparaissent lorsqu'on remplit ici. Bon, là, je ne vais pas tout expliquer qu'est-ce qui fait quoi, mais au fur et à mesure que je clique sur des boutons, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Mais si je vous fais une grosse présentation globale, là, on ne va jamais finir. Il y a déjà des vidéos sur Internet qui montrent ça. Alors là, on va placer des composantes. On va cliquer sur ça ici, placer symbole. On va cliquer et je propose qu'on commence par le ATtiny85 et on est chanceux parce qu'il existe déjà dans KiCad. Et dans ma recherche de pièces que je vous ai présentées dans la vidéo précédente, il y a certaines pièces que j'ai choisies exprès parce que ça va être facile à intégrer dans notre projet. Là, vous voyez, on a plusieurs versions du ATtiny85. Si vous regardez, ça change un peu les numéros de broche, etc. Celui que j'ai dans ma liste de pièces, c'est le ATtiny85 20PU. Donc, on va prendre ça et on va pouvoir le placer juste ici. Ça, ce qu'on vient de placer là, ça s'appelle le symbole. Le symbole, ce qu'il fait, c'est qu'il va dire au logiciel, j'ai une pièce qui s'appelle ATtiny85 20PU, j'ai 8 broches,
telle broche a tel nom. Donc, par exemple, la broche 1, c'est le PB5. Et si on regarde la documentation, on voit qu'effectivement, notre broche 1, c'est le PB5. Si on regarde la broche 8, c'est le VCC. Encore une fois, si on regarde la documentation, la broche 8, c'est effectivement le VCC. Donc, comme vous pouvez le voir, physiquement, notre symbole, il se ressemble pas beaucoup, sauf qu'on a le bon numéro de pin qui est associé au bon nom. Donc, moi, quand je vais vouloir brancher mon alimentation, j'ai pas besoin de savoir par cœur que c'est la pin 8. C'est écrit ici VCC pin 8. Donc, j'aurai juste à prendre mon alimentation et la brancher là. Si jamais le logiciel ne connaît pas notre pièce, ça veut dire qu'il n'y aura pas le symbole. Donc, il va falloir créer le symbole nous-mêmes. Pour cette petite série de tutoriels, on va pas créer nous-mêmes des symboles, on n'en aura pas besoin. Mais dans le futur, je ferai une vidéo qui explique comment le faire parce que si jamais un jour vous faites votre propre projet et que KiCad ne connaît pas votre pièce et que vous pouvez pas télécharger le symbole sur Internet non plus, eh bien, il faut savoir comment le fabriquer nous-mêmes. Et ça se passe ici, l'éditeur de librairie de symboles. Donc, ça, c'est une chose à savoir. Maintenant qu'on a compris c'était quoi un symbole, on va aller placer d'autres composantes. On va aller mettre une alimentation. On a une batterie dans notre circuit, donc on va écrire battery, c'est une battery cell, donc ça ressemble à ça, le logo. On va faire OK, on va placer ça par exemple ici. On a un interrupteur SPDT, donc on va écrire ça. Puis voilà, switch SPDT. On n'a pas besoin de quoi que ce soit de plus compliqué que ça. On a nos 3 pins, c'est bon. Ensuite, on avait dit qu'on avait un buzzer, donc on va écrire buzzer. On en a un, il est polarisé. Ça va, ça aussi, donc on va ajouter ça. Maintenant, on va ajouter notre résistor. On clique ici. Vous voyez juste ici, on a un résistor. Et vous voyez ici RUS, donc ça, c'est le symbole américain des résistors. Les deux, ça revient au même. Moi, je suis habitué de travailler avec ça, donc je vais mettre ça ici. Et puis maintenant, on va mettre notre LED. Voilà, donc on prend ça comme ça. Et voilà, on va faire échapper pour quitter l'outil. Donc là, quand on clique, on n'est plus en train de placer des pièces. Là, je vais nommer mes pièces, donc on double-clique. Puis là, vous voyez ici, BT, point d'interrogation. Ça va être batterie 1, tout simplement. On peut cliquer sur le texte lui-même, ça va ouvrir une petite boîte comme ça. Switch 1, tout simplement. Ça ici, ça va être U1, BZ1, R1 et D1. Là, c'est certain qu'on a juste une pièce de chaque. Donc là, écrire R1, D1, BZ1, ça ne sert pas à grand-chose. Sauf que imaginez si vous aviez plusieurs interrupteurs, plusieurs LED, plusieurs résistances. Là, ça devient très pratique de les numéroter. Si vous voulez déplacer un symbole, vous mettez votre souris par-dessus le symbole, faites M, puis voilà, ça sélectionne le symbole, on peut le bouger. Et on fait clic gauche pour le déposer. Donc, je vais réorganiser ça juste un tout petit peu. Si on veut pivoter une pièce, on fait R. Bon, les pièces sont placées à peu près où est-ce que je les veux. On va pouvoir commencer à brancher tout ça ensemble, mais avant, il faut dire qu'est-ce qui est l'alimentation et qu'est-ce qui est le ground. Donc, on va cliquer ici, placer un symbole de type Power, et là, on va écrire VCC. Donc, voilà, on clique sur VCC, ça va être notre 3 volts, le 3 volts qui provient de la batterie. Puis ensuite, on va écrire GND, voilà, ça va être notre ground. Donc, oui, on a mis un symbole de batterie, mais le logiciel, il ne faut pas juste lui dire il y a une batterie, il faut aussi identifier nous-mêmes qu'il y a un côté de la batterie qui est le VCC, puis un côté de la batterie qui est le ground. On peut déplacer les textes comme ça pour que ce soit de l'autre côté. Ça va nous permettre de rapprocher ça un petit peu. Donc, le côté plus, on va le relier au VCC. On va aussi relier ça à notre switch. Notre switch, on va la brancher à l'alimentation. Donc, notre interrupteur, s'il est à la position 1, l'alimentation se rend. S'il est à la position 3, l'alimentation ne se rend pas. Le ground, on branche ça au ground. Et même chose du côté moins de la batterie, on branche ça ici. Quand j'ai créé le projet, j'ai décidé de mettre PB1 sur le buzzer et PB2 sur la LED. Donc, je vais commencer par PB2. On branche ça à la résistance branchée à la LED. La LED, maintenant, elle se rend jusqu'au ground. Je vais descendre mon buzzer un tout petit peu, comme ça. PB1 s'en va du côté plus. Et ensuite, ça s'en va du côté du ground. Donc là, on va sauvegarder. C'est une bonne habitude à prendre. Et en théorie, ça marche. Sauf que si on utilise ça ici, qui teste les règles électriques, si on clique là-dessus et qu'on fait exécuter, on voit qu'on a plein d'erreurs. Donc ici, ça dit pin connecté à une autre, mais aucune pin pour la piloter. On va reparler de cette erreur-là dans quelques minutes. Juste avant, on va corriger l'erreur qui s'appelle pin non connecté. Bon, ben comme vous pouvez le constater, on a effectivement des pins qui ne sont pas connectés. Donc on va cliquer sur le petit X ici, placer un marqueur de non connexion. Donc j'ai rien qui est branché ici, j'ai rien qui est branché là, j'ai rien qui est branché là, là non plus, là non plus. Donc là, le logiciel, il dit, OK, c'est normal qu'il n'y ait rien de branché là. Donc on va réexécuter le test et là, on voit qu'on a beaucoup moins d'erreurs. L'erreur qu'on a à la pin VCC ici, c'est que notre symbole, la façon qui a été créé, il s'attend à être branché sur VCC, mais comme vous pouvez le voir, notre VCC passe par une switch avant d'aller se brancher là. Donc là, le symbole, il est comme « OK, je suis censé être branché à VCC, mais je le suis pas. »
En réalité, il l'est, mais ça passe à travers une switch. On va donc aller éditer notre symbole pour enlever cette erreur-là. Maintenant, pour corriger cette erreur-là et cette erreur-là, donc ça c'est la petite flèche qui est ici et la petite flèche qui est là, on doit brancher le VCC et le ground à des power flags. Donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait ça. Je vais mettre ma souris par-dessus VCC et je vais cliquer sur C. Ça va dupliquer mon VCC. Je vais le mettre ici. On va faire la même chose avec le ground. Donc je me mets vis-à-vis le ground, je fais C, ça me le copie. Là, mon VCC, je vais le pivoter. Le symbole VCC, on va essayer de le mettre le plus souvent possible dans cette orientation-là parce que visuellement, ça paraît tout de suite que c'est une alimentation. Et vous voyez, le ground, il pointe par en bas. Donc visuellement, on sait tout de suite que c'est pour le ground. Mais là, vu qu'on va mettre notre flag, ça va être plus clean si on fait ça comme ça. On va cliquer sur symbole power. On va cliquer là et on va écrire flag. Et puis, ça va nous donner notre power flag. Donc, on fait OK. On clique ici, on en met un autre juste là, donc on fait OK. Et là, c'est peut-être un petit peu trop proche, donc je vais les tasser un petit peu. Maintenant, on va placer un fil, on va brancher ça ici et on va brancher ça là. Donc maintenant, si on fait le test, il devrait juste rester l'erreur de la pin 8, donc on va exécuter et effectivement, il reste juste l'erreur de la pin 8. On sauvegarde encore une fois, c'est une bonne habitude. Petite pause sponsor, on revient très rapidement au sujet de la vidéo. Comme je vous l'ai mentionné déjà, cette série, elle est sponsorisée par PCBWay. PCBWay, ils offrent plusieurs services, donc entre autres, si vous designer un circuit imprimé, ils peuvent vous le fabriquer. Ils offrent aussi même un service d'assemblage, donc ils vont fabriquer le circuit imprimé et ils vont même souder toutes les pièces que vous avez besoin dessus et même que vous pouvez les contacter pour que eux, ils designent votre circuit imprimé, qu'ils le fabriquent, qu'ils l'assemblent et tout. Donc ils offrent quand même pas mal de services. Nous, ce qui nous intéresse dans cette série, c'est la partie PCB, bien sûr. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment on va commander le PCB, comment on va leur donner nos fichiers, etc. Mais juste pour vous donner une idée rapidement, si on change aucun paramètre, si on prend un PCB qui fait 100 mm par 100 mm et on n'a pas le choix d'en prendre un minimum de 5, on peut en prendre plus bien sûr. Si on regarde combien ça coûterait un PCB prototype de cette grandeur-là, si on calcule, on voit que le PCB il coûte seulement 5 $ à faire. Il y a juste le coût d'expédition en ce moment qui est cher parce que c'est avec DHL, mais on n'est pas obligé de prendre DHL, on peut prendre par exemple China Post. On voit que c'est déjà beaucoup moins cher. Donc pour 13 $ américains, vous avez 5 exemplaires de votre circuit imprimé que vous avez designé vous-même. Donc même en petite quantité, c'est vraiment pas si cher que ça faire fabriquer des circuits imprimés. Et si vous utilisez le lien dans la description pour commander votre premier circuit imprimé, vous allez économiser 5 $ américains. Ça donne que c'est le prix d'un petit prototype de circuit imprimé. Donc vous allez juste avoir à payer les frais de livraison. Donc ça peut être cool aussi. Là, bien sûr, avec China Post, il ne faut pas être pressé. C'est pour ça que c'est pas très cher. Donc c'est pour ça qu'il existe d'autres méthodes d'expédition aussi. Si vous êtes super pressé, vous pouvez même prendre la fabrication en 24 heures. Bref, lien dans la description pour plus d'informations. Là, il faut éditer notre symbole, donc on va cliquer ici. On va aller chercher le ATtiny 85. On se rappelle que c'était le 20 PU. On double-clique là-dessus. Ici, vous voyez, c'est écrit Power Input vis-à-vis notre pin 8. Donc, on va double-cliquer sur VCC. Numéro de pin, c'est bon. Et ici, Power Input, tout ce qu'on va mettre, c'est autre chose. On va mettre par exemple entrée, puis on va faire OK. Là, il y a plusieurs façons de sauvegarder notre symbole, mais on ne veut pas le sauvegarder par-dessus le symbole qui existait déjà. La façon dont on gère nos librairies de symboles, ça va vraiment dépendre du type de projet. Moi, j'ai pas envie qu'on se casse la tête pour ce petit projet-là. C'est pour ça qu'on va juste l'exporter tout seul comme ça, puis le réimporter. Donc, on va cliquer sur exporter le symbole. Je vais aller dans le dossier de mon projet. Je vais créer un dossier qui s'appelle lib, tout simplement. Puis on va faire ouvrir et enregistrer. Là, on va quitter ça. On l'a déjà exporté, donc on ne va pas le sauvegarder, puisqu'il y avait juste une modification à faire, pas très grave. On va aller dans Préférences et configurer les librairies de symboles. On va faire librairie spécifique au projet. On va faire examen de librairie. Si on va dans le dossier du projet, on ouvre lib, on ouvre ça, on fait OK. Ça va ajouter notre nouvelle librairie modifiée au projet. Donc là, si on double-clique là-dessus, qu'on fait changer. On écrit encore ATtiny 85. Vous voyez, ça, c'était la librairie qu'on a utilisée tout à l'heure. Là, on va utiliser la nouvelle qu'on a fait. On aurait pu la renommer, bien sûr, pour que ce soit un petit peu plus significatif. Mais voilà, maintenant, on va cliquer là-dessus. On va faire OK. On va faire OK. Et maintenant, en théorie, notre VCC ne devrait plus s'attendre à être branché directement au VCC. On va faire notre examen de connexion électrique. On va faire exécuter et on n'a plus aucune erreur électrique dans notre projet. Très pratique comme petit outil. En tant que tel, le circuit schématique, il est terminé. Mais là, on va tout de suite s'occuper de quelque chose qui va être nécessaire pour le prochain épisode sur la création de notre circuit de montage. Ça va être d'associer une empreinte à chaque symbole. Comme on a dit tantôt, le symbole, ça sert à faire le circuit schématique pour voir le nom des pins, pour voir chaque pin et pour créer tous les branchements ensemble pour voir la logique du circuit. Mais bien sûr, le circuit schématique,
bien que ça montre comment tout est branché ensemble, ça montre pas la grosseur des pièces, ça montre pas les pièces physiquement à quoi elles ressemblent, ça montre pas où est-ce que les pièces vont être placées sur le circuit, comme par exemple ici, mon buzzer, il est à droite de mon AT-Tiny 85, mais dans la vraie vie, est-ce que ça va être ça? Peut-être pas. Notre circuit de montage ne ressemblera pas vraiment à ça ici. C'est donc pour ça qu'on va avoir besoin d'une empreinte pour quand on va faire le schéma de montage, parce que le logiciel qui sert à faire le schéma de montage, il doit savoir physiquement les pièces, elles sont grosses comment, les broches de nos pièces, elles sont larges comment, est-ce qu'elles doivent juste être en surface, est-ce qu'elles doivent passer à travers le circuit, quelle grosseur de trou je dois faire dans le circuit. Le symbole, il décrit la pièce électriquement, l'empreinte, elle décrit la pièce physiquement. Si vous vous souvenez, dans l'épisode précédent, on a dit que notre AT-Tiny 85, l'empreinte, c'était un 8 dip. Si j'ouvre ma liste de pièces, je clique ici, on voit juste en bas, c'est un 8 dip. Mais si vous vous souvenez bien, notre microcontrôleur, on a dit qu'on n'allait pas le souder directement sur le circuit imprimé, on a dit qu'on allait le mettre dans un socle, et c'est le socle qui va être soudé dans le circuit imprimé. Et en sachant que ça, c'était un microcontrôleur avec un package 8 dip, on avait besoin d'un socket 8 dip. Et si on regarde la liste de pièces encore une fois, on avait choisi ce socle-là. Le socle, il est fait pour accepter des pièces 8 dip qui se branchent dedans, mais le socle aussi, il a l'empreinte d'un 8 dip. Donc, si on retourne dans notre circuit schématique, si je double-clique ici, on voit qu'effectivement, le logiciel sait déjà que ma pièce ici, c'est un 8 dip avec un espacement entre les pins de 7,62 mm. Vous voyez ici espacement 7,62 mm dans la page de notre AT-Tiny. Sauf que si on compare les deux, si ça se branche dans ça, il faut que ce soit un petit peu plus large. Donc, on peut ouvrir la documentation. Puis, dans la documentation, on va avoir là, les dimensions. Si on pivote, ça va aider à le voir. On a ici toutes les dimensions. Je vais faire une vidéo où est-ce que je vous explique comment créer des empreintes custom pour des pièces qui n'existent pas déjà dans le logiciel. Puis, je vais vous expliquer comment gérer toutes ces mesures-là. Mais pour aujourd'hui, tout ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va aller cliquer sur « Examen d'empreinte » et dans le package DIP, il existe bien sûr le DIP 8, mais il existe aussi le DIP 8 Socket. Et vous voyez, ça a ajouté une genre de petite ligne autour. Donc, si je clique là, ça se rapetisse un petit peu. Si je clique là, ça se grossit un petit peu. Donc là, ça va dire au logiciel, c'est un DIP 8, mais il faut laisser un petit peu plus de place autour parce que c'est un socket et c'est un petit peu plus gros. Il y a une autre sorte avec un pad plus large, puis il y en a pour d'autres grandeurs. Nous, on va juste y aller avec celui-là ici. Si vous voulez, vous pouvez aller dans l'éditeur d'empreintes, puis vous pouvez ouvrir une empreinte si vous le voulez et comparer les mesures avec la documentation ici. Mais si vous suivez mon tutoriel à la lettre, croyez-moi, ça fonctionne avec la pièce que je vous ai recommandée dans ma vidéo précédente. Bien sûr, si vous prenez un autre socket, là, je ne peux pas vous garantir que ça fonctionne. Donc, on va faire OK, ça va être bon. Ensuite, si on regarde pour la Switch, qu'est-ce qui est super cool, c'est que celle que j'ai sélectionnée, elle existe déjà dans KiCad. Donc, ça va être super cool. On va cliquer sur Button Switch et THT pour dire True Hole, c'est-à-dire que ça passe à travers le circuit. Et en fait, la Switch que je me suis procurée, c'est celle-là ici. Regardez le code qui est là et regardez le code qui est là. Vous pouvez constater que c'est le même code. Encore une fois, vous pouvez regarder dans la documentation pour comparer les mesures. Mais moi, c'est cette empreinte-là que j'ai pris et ça fonctionne. Donc, on va faire OK. Encore une fois, on sauvegarde de temps en temps. C'est pratique. CTRL-S. Bon, ensuite, ce qu'on peut faire, c'est notre buzzer. Donc, on va double-cliquer là-dessus. On va regarder s'il y a déjà une empreinte qui existe. Si on regarde buzzer beeper, on voit qu'il y a quand même pas mal de choix. Donc, si je vais regarder la documentation du buzzer que j'ai choisi, si on descend un petit peu, on va trouver les mesures. On est capable de voir que le diamètre, c'est 12 mm. L'espacement entre mes deux broches, c'est 7,6 mm. Et la hauteur, c'est 7,5. On voit 12, 9,5 et 7,6. Et si on regarde en dessous, on voit 15, 7,5 et 7,6. Le 12 correspond au diamètre, donc ça, c'est bon pour nous. Donc, ça élimine déjà celui-là. Celui-là, le diamètre, c'est 15 mm. Le 7,6, ça correspond à l'espace entre nos deux broches. Donc, encore une fois, ça correspond. Le seul chiffre qui ne correspond pas, c'est le 9.5. Le 9.5, c'est la hauteur du buzzer. Mais nous, sur notre circuit imprimé, c'est vraiment pas important de considérer la hauteur. Dans certains projets, ça pourrait être important de considérer la hauteur, comme par exemple si on a un circuit imprimé et qu'on veut vraiment savoir la hauteur pile. Là, ça pourrait être utile de mentionner au logiciel l'épaisseur de certaines pièces. Mais là, puisque dans notre projet, on s'en fout de la hauteur et qu'on a le bon diamètre et le bon espacement entre les deux pins, et aussi le trou au milieu, j'ai vérifié, la mesure elle est bonne, et bien dans notre cas, à nous, ça nous donne absolument rien de créer une nouvelle empreinte.
on est capable d'y aller avec celle-là tout simplement. Donc, on va faire OK. Donc, le 12X 9.5 RM 7.6, c'est bon pour nous. On fait OK. Ensuite, si on fait la résistance, si vous vous souvenez bien, on a dit qu'on prenait une résistance avec un package 1206. Donc, le package, ça, c'est notre empreinte. Donc, on va cliquer sur Examen d'empreinte. Le 1206, c'est un standard. On va cliquer sur Résistor SMD. SMD pour dire que c'est soudé en surface. Et en passant, si vous ne voulez pas avoir à chercher manuellement ici, vous pouvez chercher ici. Mais dans Résistor SMD, on va aller trouver du 1206. Et voilà le 1206 ici. Et on voit aussi qu'on a la version 1206 soudée à la main. Donc ça, si je clique là-dessus, on voit que ça change un petit peu la forme et ce que ça fait, c'est que ça va nous donner un petit peu plus d'espace pour aller souder notre pièce à la main. Cela dit, moi, j'ai juste pris la version normale et j'ai eu absolument aucun problème à le souder à la main. Donc moi, je vais rester avec ça. Si vous voulez faire une expérience, vous pouvez essayer celui-là. Vous pouvez bien sûr aller dans les documentations de votre résistance, regarder si les mesures correspondent avec ça. Moi, j'ai essayé. Ma résistance 1206, elle fonctionne avec cette empreinte-là. Moi, je vais y aller avec ça. Ensuite, la LED, c'est le même principe, sauf que là, on avait pris une 0805. On va aller avec LED SMD. On va aller avec du 0805. Ici, on a 0805 Castellated. Je ne sais pas exactement ça correspond à quoi. Mais on a aussi, encore une fois, la version soudée à la main. Moi, encore une fois, je suis allé simplement avec la version normale. J'ai été capable de le souder très facilement. Donc, moi, je vais y aller avec juste ça. Si vous voulez essayer la version hand solder, encore une fois, regardez les mesures, regardez avec votre documentation. Mais moi, ça a fonctionné avec ça. Donc, on va faire OK, ça fonctionne pour ça. On sauvegarde, bien sûr. Là, il reste juste une chose. Et c'est notre battery cell ici. Donc, si on regarde et qu'on fait examen d'empreinte, si je clique sur battery, il y a quand même pas mal de choses qui existent, mais j'ai comparé les mesures et j'ai rien trouvé qui fonctionnait avec le support à batterie que j'ai choisi. Donc, vous voyez, il y en a plein qui existent, voilà, il y en a beaucoup, mais malheureusement, il n'y en a aucun que les mesures correspondent. Peut-être que c'est juste moi qui ai mal cherché puis que ça existait déjà et que j'ai pas remarqué, mais là, normalement, c'est là où est-ce qu'on va considérer à fabriquer notre propre empreinte, sauf qu'il existe un site web où est-ce qu'on peut chercher notre pièce et peut-être que notre empreinte, elle existe déjà. Donc, si on regarde là, notre battery holder, si on clique là-dessus, on voit que le numéro de pièce du manufacturier, ça s'appelle un BS-7. Donc, on va copier ça. On va aller sur le site SnapEDA. On se fait un compte. C'est complètement gratuit. Puis, on va écrire le nom de notre pièce et on va rechercher. Si on descend un petit peu, on voit ici le BS7. C'est exactement ce qu'on cherche. Et si on regarde, on voit qu'ils ont la documentation. Ils ont le symbole. Alors, si on voulait, on pourrait remplacer ce symbole-là par le vrai symbole de la batterie. Nous, ici, on ne va pas y toucher, c'est pas extrêmement important. Ils ont l'empreinte, donc on n'aura pas besoin de fabriquer une empreinte nous-mêmes. Ils ont même le modèle 3D si vous voulez. Et apparemment aussi, il y a une fonction de simulation, mais ça, c'est pas disponible. Ça, on s'en fout de toute façon. Donc, on va cliquer là. Vous voyez le symbole ici. J'avais essayé de l'importer dans le projet, sauf que j'avais des erreurs électriques. Il y avait des choses que j'avais dû modifier dans le symbole pour qu'il fonctionne bien. Donc, je vais juste garder ce symbole-là. Mais on va pouvoir télécharger le footprint. Donc, on va cliquer sur ça ici, Download Footprint. Vous voyez, il y a plein de logiciels disponibles et KiCad, il est juste là. Donc, on va cliquer sur le petit X ici. On voit que ça l'a téléchargé. Et si on clique sur Modèle 3D, on est capable de le voir juste ici, sauf que, à ce que je peux comprendre, il faut avoir un abonnement premium pour le télécharger. Moi, j'ai pas d'abonnement premium, donc je vais pas vraiment toucher au modèle 3D. On va prendre le fichier, on va faire extraire tout, on va extraire ça ici. Si j'ouvre le dossier, ici, on a une page qui explique comment l'importer. Bon, moi, je m'en fous, je vais vous montrer comment. Je vais ajouter ça au projet dans la section Lib, comme on l'avait fait tantôt. Ça, j'aurais probablement dû mettre ça dans son propre dossier, pas très grave. Maintenant, on va cliquer sur l'éditeur de librairie d'empreintes. On va cliquer sur Préférences, configurer les librairies d'empreintes, examen librairie. Là, on va cliquer sur lib BS7 et on va ouvrir bs7.mod. On fait OK. On fait OK. Maintenant, on va cliquer sur sélectionner la librairie active. On va sélectionner BS7 qui est apparu maintenant. Maintenant, on va faire charger une empreinte à partir d'une librairie. On va écrire BS7. On va faire OK. Et ça nous ouvre notre empreinte. Là, le seul problème, c'est que ici, c'est identifié pin négative et pin positive. Ça, on va devoir changer ça parce que si on regarde dans notre circuit schématique, si j'ouvre la librairie de symboles, si j'écris batterie et que je regarde battery cell, que je double-clique, si je clique ici, on voit que le nom de la pin, c'est plus. Et si je clique ici, on voit que le nom de la pin, c'est moins. Donc là, en fait, c'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez changer les noms de pins ici ou changer le nom des pins dans l'empreinte? Je vous ai déjà un petit peu montré comment on édite un symbole. Donc maintenant, on va le faire avec une empreinte. On va double-cliquer sur ça ici. Le numéro de pad, on va écrire que c'est le moins. Donc négatif, c'est le moins. Et ensuite, on va aller sur positif et on va écrire que positif, ça s'appelle plus. On va faire OK. Là, si on fait sauvegarder, ça nous donne une genre d'erreur. Donc, à la place, on ne va pas se casser la tête. On va exporter l'empreinte.
On va mettre ça ici dans BS7. Puis vous voyez, ça nous donne une extension .kicad mode. On va faire enregistrer. On fait OK. Et là, ce qu'il faut faire, c'est retourner dans les préférences, configuration de librairie. Ce fichier-là, BS7.mod, on n'en a plus vraiment besoin. Donc là, à la place, au lieu d'aller chercher précisément le fichier, on va juste prendre le dossier. Pour une raison ou une autre, ça ne fonctionnait pas avec le fichier .mod, mais là, ça va fonctionner pour le fichier KiCad mode. Alors, on va faire OK, on va faire OK. On va faire ça ici. On ouvre le BS7, on clique là-dessus, on écrit BS7 encore une fois. Et là, vous voyez, ça a ouvert notre nouvelle version. Encore une fois, je le répète, il y a plein de façons de gérer les librairies. Tout dépend vraiment du projet. Donc maintenant qu'on sait que c'est bien là, on va pouvoir quitter. Là, on va double-cliquer là-dessus. On va aller faire examen d'empreinte. On va aller chercher batterie BS7. Voilà, on voit moins, plus. On double-clique là-dessus. On fait OK. Et voilà, enfin, on a terminé tout ce qu'on avait à faire là-dessus. On peut refaire un autre examen de règles électriques. On voit qu'on n'a aucun problème. Là, ce qu'on voudrait réviser normalement, c'est que les numéros de PIN de nos symboles, c'est bel et bien ce qui correspond à ceux sur nos empreintes et on veut aussi s'assurer que c'est bel et bien ce qui correspond avec la documentation. Si on regarde ici la documentation de la Switch par exemple, on voit que la pin 2 elle va toujours être connectée peu importe la position de la Switch, mais la pin 1 et la pin 3 ne peuvent jamais être connectées en même temps. Si on regarde dans notre schéma, effectivement la pin 2 elle est toujours connectée et la pin 1 et la pin 3 ne peuvent jamais être connectées en même temps, donc ça c'est bon. Et maintenant, si on va vérifier avec notre empreinte, on voit que l'ordre des pins c'est 1, 2, 3 et si je regarde encore une fois dans la documentation, on voit que l'ordre des pins encore une fois c'est 1, 2, 3. Faites ça avec toutes vos pièces pour vous assurer que la documentation, elle correspond à ce que vous avez dans votre empreinte et que ça correspond aussi avec votre symbole et vous allez être pas mal certain que tout est bien fait. Donc, cette vidéo va probablement être très longue même après le montage. Je dois tellement vous partager d'informations que c'est difficile de faire ça court, mais je pense que les plus courageux d'entre vous qui allez tout écouter au complet, vous allez apprendre beaucoup de choses et j'espère que jusqu'à présent, vous aimez cette petite série. Prochain épisode, schéma de montage. L'épisode ensuite, on fait la soudure des composantes et on va tester le circuit. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à commenter et n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux YouTube, Facebook, Twitter et Instagram. Et moi, je vous revois la prochaine fois dans une vidéo. Ciao tout le monde!